Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale pour un nouveau numéro. Très content de vous retrouver. Et oui, il y a eu cette petite pause depuis le Tour de France, mais les courses reviennent très vite. Il y a eu quelques petites courses de préparation, notamment en Espagne ces derniers temps et ailleurs, parce que le dernier gros objectif, la dernière course par étape de l'année, maintenant elle approche. Elle est dans un petit peu plus d'une semaine, c'est la Vuelta, et aujourd'hui on va analyser ensemble le parcours de cette Vuelta. Est-ce que c'est un beau parcours, ou alors est-ce qu'au contraire on assiste à une des pires horreurs depuis quelques années? Je ne démarre pas le podcast de mauvais augure comme ça, mais on en reparlera. Et pour débriefer ce parcours, moi je vais être accompagné de deux super acolytes aujourd'hui avec moi. Tout d'abord, Adri. Comment ça va, Adri? Salut Titien, salut tout le monde. Écoute, ça va, en pleine forme. Et puis on enregistre là le jour où Radio Fringale a atteint les 4000 abonnés Eh sur oui, YouTube. incroyable. Donc c'est assez incroyable. En tout cas, merci vraiment à tout le monde qui nous suit, qui nous soutient, qui nous écoute, qui réagit à tout ce qu'on peut faire. Et franchement, on pensait pas du tout arriver à ce genre de truc quand on a commencé. Et c'est chouette de voir que ça a l'air de plaire à peu près ce qu'on propose. Donc ouais, du coup en pleine forme. Super, effectivement ça fait super plaisir ces 4000 abonnés, et puis on a avec nous également un homme heureux puisqu'il est de retour en Europe et avec un super micro, j'ai l'impression. C'est Loïc qui va nous accompagner sur cette preview du parcours de la Vuelta. Comment ça va, Loïc? Écoute, ça va super. Je suis de retour sur le vieux continent, donc ça fait du bien. Il fait super chaud aussi. Je suis parti faire du bikepacking, j'ai pété mon vélo, donc tout commence super bien. Mais je suis super content aussi pour nos 4000 abonnés. C'est beaucoup le boulot de la part de toute l'équipe tout le temps, et ça fait vraiment plaisir de voir les retours, de voir les commentaires, etc. Donc c'est vraiment une super nouvelle et on attendait ça depuis très longtemps. Ouais, effectivement, c'est génial. On vous remercie encore de vous abonner. Ça veut dire que notre contenu vous plaît. On va essayer de continuer. En tout cas, c'est prévu, en tout cas, hein, Adri, si je dis pas de bêtises, que Radio Fringale continue à proposer des contenus toujours aussi différents, à suivre l'actualité cycliste, à faire des émissions de débat, à suivre également l'actualité des femmes et à continuer à monter en puissance sur tous ces sujets, sur les mois, l'année qui prochaine, etc. Adri, on n'est pas prêt de s'arrêter. Bah non, hein, c'est pas le but. Hein. C'est vrai que maintenant on a un bon rythme, et surtout cette année où on a réussi à produire encore un petit peu plus de contenu. On a étoffé l'équipe aussi, parce que c'est ça, Radio Fringale, c'est vraiment une équipe de passionnés de vélo qui bossent ensemble. Donc non, c'est pas du tout prévu que ça s'arrête. Et d'ailleurs, je suis sûr que il y a plein de personnes dans l'équipe qui auront plein d'idées aussi pour développer encore deux trois trucs, et puis on le rappelle aussi, hein, au passage, toutes les personnes qui nous ont rejointes au fur et à mesure de l'aventure, c'est des gens qui nous ont contactés à un moment pour pouvoir participer, proposer quelque chose. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes tenté par l'aventure, ne serait-ce que discuter dans un premier temps. On n'a pas forcément besoin de monde et d'étoffer l'équipe tout le temps, mais en tout cas c'est aussi l'esprit de Radio Fringale. Et si des gens arrivent avec des idées d'émissions, des concepts sympas qu'ils veulent mettre en place, et on est tout à l'écoute. Tout à fait. Écoutez, sans plus attendre, on va pouvoir démarrer cette preview de la Volta, puisque oui, la Volta, ça démarre dans un peu plus d'une grosse semaine. Alors il va y avoir sur cette Vuelta 2025 deux previews. Là aujourd'hui on est entre nous on va vraiment être focus sur le parcours. On va vous faire une belle analyse puisqu'on va détailler le parcours étape par étape, voir un petit peu ce que nous réservent ces 21 étapes de la Vuelta. Est-ce qu'on va retrouver comme d'habitude les fameux Muritos, ces cols à très fort pourcentage? Est-ce qu'on va retrouver un peu du n'importe quoi qu'on a l'habitude de voir sur la Vuelta? Donc tout ça on va l'analyser aujourd'hui, et puis un petit peu plus tard dans la semaine, à une grosse semaine de l'échéance, on vous sortira la grande preview de la Vuelta. On analysera qui seront les favoris, les outsiders, ceux qui vont briller, ceux qui vont nous faire des coups de maître comme on a l'habitude de voir sur la Vuelta. Voilà, la Vuelta c'est un petit peu le grand divertissement de l'été. Le Giro et le Tour de France sont des grands tours très structurés. La Vuelta, c'est un petit peu plus déstructuré. On va voir avec cette analyse du parcours. Et puis, on va démarrer d'ailleurs avec la carte de la Vuelta que je vous mets sous les yeux. Et Loïc, je vais te demander qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette carte. On a un grand départ
en Italie sur 3-4 étapes. Et puis ensuite, on a alors je sais pas si vraiment on peut appeler ça un tour d'Espagne, parce que j'ai l'impression, moi, qu'on a surtout un tour du nord de l'Espagne. Je sais pas si c'est un tour des Pyrénées ou on passe un peu dans les Alpes aussi, mais bon, c'est pas forcément le truc. Bon, après, on commence en Italie. Je sais pas si c'est une inspiration de ce qui s'était passé sur le tour l'année dernière, mais on passe en France, on passe en Andorre, on passe par plein de pays finalement. Mais ce qui saute aux yeux, oui, c'est cette carte de l'Espagne où en fait, le sud n'existe pas. On passe par les transferts sont aussi assez originaux. Il y a des trucs de partout. La carte n'est pas vraiment. Je comprends pas vraiment la carte, honnêtement. Euh, et au sujet. Ouais, bah, en fait, on va passer par des régions montagneuses, beaucoup. J'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup l'accent sur les étapes de montagne et de moyenne montagne. Ce qui va être intéressant, c'est la météo aussi, parce que le nord de l'Espagne, il pleut. Donc, ça va être intéressant, on va voir tout ça. Mais géographiquement, ça pose question, oui. Ouais, tout à fait, Adri, je sais pas c'est quoi ton avis, mais moi je vois surtout que on a également encore beaucoup de transferts. On en a fait un peu la critique avec Théo sur l'émission de preview du parcours du Tour de France 2025. Et encore une fois, alors qu'en plus on concentre la plupart des étapes sur le nord du pays, on constate que bah voilà, dans l'assemblage global de cette Vuelta, on a des transferts, et d'ailleurs pas des transferts des gros transferts qui se font pas forcément sur les journées de repos, mais carrément le soir pour les coureurs après la course. Donc ouais, on se demande parfois un peu à quoi rime tout ça. Alors effectivement, il y a des contraintes économiques et tout, mais quand tu cherches un petit peu une unité, un sens à tout ça, bah moi je sais pas. En tout cas, sur ce parcours, quand je le vois tel quel sur la carte, il m'inspire pas énormément et je le trouve assez confus. Ouais, bah c'est sûr, hein, il y a quand même pas mal de particularités sur ce parcours. Bon, déjà, départ à l'étranger, hein, la Vuelta nous a habitués depuis quelques années. Un départ d'Italie, c'est sympa aussi. Moi, j'aime bien l'idée de partir proche des Alpes. Après, est-ce qu'ils auraient peut-être pas plus pu exploiter les Alpes en mettant de vraies étapes difficiles dès le début? Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Puis après, dans l'ensemble, ouais, beaucoup de transferts, hein. Ils vont quand même arriver à Voiron un soir et le lendemain repartir de Figueras. Les coureurs, ils vont être sympas. J'ai pas regardé les horaires des étapes, mais peut-être que là, ils arriveront un petit peu plus tôt. Puis bon, c'est un chrono par équipe le lendemain, donc ça laisse un peu plus de marge. Après, bon, moi, le fait qu'il y ait une partie de l'Espagne où il n'y ait pas du tout d'étape, moi, ça me choque pas. On n'est plus en 1903 où le Tour de France faisait vraiment le tour de la France et ce genre de trucs. Donc ça, c'est pas grave. Après, ça dépend du coup ce qu'on en fait. Et c'est effectivement les régions montagneuses qui sont principalement représentées. Mais je trouve que voilà, c'est pareil, on y reviendra dans le détail tout à l'heure, mais il y a un petit peu de tout, un peu parsemé par-ci par-là. Tiens, on va mettre une arrivée au sommet. Tiens, qu'est-ce qu'on fait demain? Allez, on va faire une étape. Oh bah tiens, de moyenne montagne. Là, ça va être puncher. Ah attends, les sprinters, on les a oubliés. Ça fait 3-4 jours. On va remettre une étape. Et c'est un peu difficile d'avoir voir un peu une harmonie dans ce parcours. Il y a des étapes très dures, il y a des étapes voilà, qu'on se demande un petit peu ce qu'elles font là. La- En général, il y a des étapes de plaine, des étapes de moyenne montagne et des étapes de montagne et des contre-la-montre. Là, ils ont aussi inventé l'étape de plaine avec arrivée au sommet. C'est mis comme ça, ou arrivée en altitude, je sais plus Donc, comment ouais, ils 4 étapes l'appellent. de plaine, dont une avec une arrivée en altitude. Voilà. Ouais, C'est voilà, la donc, Vuelta, ça, c'est le enfin, folklore. c'est un délire de Vuelta. Et puis voilà. Après, il y a des étapes super sympas, mais par contre, de manière globale. Et puis moi, il me manque, c'est pareil, c'est peut-être pas assez d'arrivées type Vuelta où c'est vraiment le gros mur à la fin. Je trouve qu'il y a un peu moins ça que les autres années. Euh, Bon, voilà, globalement, mon avis sur la carte et le parcours. Ouais, donc pour l'instant, globalement, pas non plus hyper inspiré. Pas dingue, mais après, comme on dit, c'est pas pour ça que la course va pas être chouette. Ah bah non, mais je suis d'accord, on avait fait je
crois que c'était la première émission que j'avais fait avec Radio Fringale à l'époque. C'était la preview de la Vuelta 2023. Et je me souviens qu'on l'avait titré le plus beau parcours de la Vuelta du siècle ou un truc comme ça. Et la Vuelta, on se souvient, hein, c'est la Vuelta au Sepkus. Il y a le triplé Visma là où il laisse gagner Sepkus. Donc ça n'avait pas donné une Vuelta incroyable du tout. Donc comme quoi, voilà, il faut se méfier des parcours. Mais bon. Et Loïc, toi globalement, toi qui as regardé un peu l'ensemble des profils avant qu'on fasse les détails, qu'est-ce que t'en retires? Est-ce que c'est un parcours que t'aimes ou toi non plus il te laisse un petit peu pantois? Bah, on va dire qu'il y a des étapes qui me plaisent beaucoup. Après, les enchaînements d'étapes, je les comprends pas forcément. Ah, on va en reparler, hein. J'ai peur en fait que j'ai peur qu'il y ait des tactiques de course, etc., qui seront un peu défensives et en fait que la Vuelta, qui pour moi est un grand tour qui est plus libre, entre guillemets, le soit pas trop. Et je sais pas vraiment quoi en penser. Je trouve que ça me manque un peu d'étapes de plaine, de baroudeur. Je sais pas vraiment. Il y a des étapes comme. Il y a une étape, la quatrième, je crois, où je comprends vraiment pas trop l'arrivée. On met des montagnes et après on met 120 km de descente. Euh, je sais pas. Comme vous le dites, les coureurs vont faire la course et on verra. Les parcours, généralement, ça peut inciter à des bonnes courses ou pas, mais généralement, on, on a eu des parcours qui étaient géniaux et on s'est ennuyé comme des rats morts sur certaines courses, donc on verra bien. Ouais, c'est ça en fait. De toute façon, là, on est là un peu pour analyser voilà, à froid, hein. Ce parcours, effectivement, c'est au coureur derrière de l'utiliser. Mais moi, je dis toujours qu'un parcours, il doit, mine de rien, permettre aux coureurs d'optimiser leurs moyens de s'exprimer. Et à ce titre-là, pour moi, alors, j'avoue que je l'avais pas trop, enfin, quand il était sorti le parcours, j'y ai pas tellement prêté attention. Là, on l'a bien regardé pour l'émission. Pour moi, c'est clairement un des pires parcours de grand tour que j'ai jamais vu. Il y a rien qui va. Franchement, Ça va tailler, ça franchement, va ça tailler va tailler. aujourd'hui. Non, mais Les y a gros rien mots, les qui gros va. mots. Il y a Et les des étapes politiciens. qu'on ni queue ni tête. On nous fait partir d'Italie pour passer par les Alpes. On fait quasi pas les Alpes. Il y a des étapes, c'est des copier, elles se suivent, c'est des copier-coller. Genre, Oui, c'est oui. exactement la même chose. C'est du plat et puis une montée qui est très facile d'ailleurs. Ouais, Enfin, non mais voilà, ouais. et puis évidemment, il y a des belles étapes quand même sur cette Volta. Et bim, ces belles étapes, tu les mets juste avant l'Angliru, voilà, pour qu'il se passe rien parce que personne voudrait se faire. Ou avant un chrono, tiens, tu mets une bonne et belle étape de montagne, mais pile la veille d'un chrono, tiens, pour que tout le monde se dise, oh bah non, attends, il y a le chrono le lendemain, je vais pas exploiter cette étape, je risque d'être cuit sur le. Enfin voilà. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont pas sur ce parcours, mais ce que je vous propose, les gars, c'est que pour analyser ça au mieux, on regarde ce parcours et les profils qu'on a de disponibles étape par étape. Est-ce que ça vous va? Eh ben c'est parti. Bah, super. Je crois que c'est à toi de Alors, commencer en plus. je vais commencer. Alors, je vais prendre les trois premières étapes du coup qui vont être en Italie, du coup. Alors, on a une première étape puisqu'on démarre de Turin pour arriver à Novara, il me semble, oui, c'est ça. Une première étape, bah, alors, il y a peu d'étapes qui sacreront un sprinter sur cette Vuelta. Bah, la voici, la première étape. Je pense que les gars, on va pas y passer trop de temps parce que même s'il y a un petit col au milieu d'étape qui peut permettre à une échappée de se constituer et de pouvoir un petit peu mettre en échec le peloton, toutes les forces en présence seront fraîches, les équipiers ont beaucoup de fraîcheur et notamment quand je vois un Mats Pedersen qui sera présent sur la start list, je me dis que il y a 99% de chances pour que cette première étape elle sourisse à un sprinter et j'ai envie de dire que vu le programme qui nous attend derrière, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, c'est sûr. C'est en tout cas, c'est seulement la troisième fois au XXIe siècle que c'est une étape en ligne qui débute la Vuelta, hein. Il nous habitue pas mal au contre-la-montre par équipe, souvent, en tout cas ces dernières années. Donc, bah, c'est bien de donner cette chance-là aux sprinters, comme il l'avait eu cette année sur le Tour de France. Et voilà, après, bah, classique, quoi. Il y a la petite bosse de troisième catégorie pour donner le premier maillot à poids. Ouais, ça devrait arriver au sprint. Voilà, rien de particulier à dire par rapport à ça. Bah, c'est juste les sprinters de type je passe pas un pont d'autoroute qui passeront pas. Ah bah ils seront pas Euh, présents sur la Vuelta, Sinon, hein. oui. Ah oui, il y en a aucun parce que oui, c'est vrai que le parcours ne permet pas trop ça. Donc oui, ce sera contrôlé par les grosses équipes de sprinters et la Lidl Trek va contrôler pour un Pedersen, je pense. Oui.
Ouais, donc voilà, non mais qu'ils en profitent parce que pour le coup, ils ont la chance unique d'avoir le maillot rouge et ils devraient d'ailleurs les sprinters, sauf sprinters qui grimpent très très bien, effectivement, le perdre le lendemain parce que le lendemain, on a une étape toujours italienne entre Alba et Limonest de 260 km. Alors, on dirait sur Pro Cycling Manager pour ceux qui ont la référence, du plat et encore du plat, oui, mais une montée finale. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on a un peu moins de 8 km à 5,4%. Alors on parlait souvent sur le Giro des montées plates type Montevergine. J'ai l'impression qu'ici on tient quand même une sacrée montée plate. Ça va être une approche vraiment en faux plat montant constamment sur les 30 derniers kilomètres, mais quand même pour un peloton qui va être hyper frais après une première étape qui va être toute plate et cette deuxième où il y aura que du plat, j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir des différences et je pense même que des purs punchers pourront se jouer la victoire. En tout cas, c'est clairement pas une montée, à mon avis, où un favori pour le général va être en grosse difficulté ou va perdre beaucoup de temps parce que on est quand même sur des pourcentages où l'aspiration va énormément compter. Je repense à un Mats Pedersen, par exemple, sur Paris-Nice, comment il grimpait. Je me dis qu'il n'est pas du tout exclu que ce soit vraiment un pur puncher et un non-grimpeur qui s'impose au sommet de cette bosse finale. Ça va être un sprint, ouais, un sprint en montée, ouais. Une longue montée, mais les pourcentages sont faibles, donc effectivement, de toute façon, il se passera rien avant d'intéressant, hein. Ça va être hyper nerveux parce que c'est le début du grand tour. Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des écarts entre les favoris et ouais, même des gars comme Mats Pedersen, ça peut. Alors bon, plus on avance dans l'ascension, plus c'est raide. Donc la fin va quand même piquer, mais ouais, ça va être un sprinter des montagnes qui va s'imposer, si on peut dire. Bah, c'est sûr qu'on n'a pas le départ en Italie qu'on a vu pour le Tour de France avec des montées et des descentes partout. Oui, moi je vois plutôt un puncher peut gagner sur cette étape parce que c'est vraiment enfin pour nous c'est pas tranquille, mais pour un peloton frais, etc., je vois vraiment pas les différences se faire sur ce genre d'ascension. Il y a S'il y a un profil puncher grimpeur, je pense que ce sera pour lui la victoire. Peut-être aller chercher du coup, bah, si Pedersen grimpe comme il a grimpé en début de saison, non, mais sinon aller chercher un maillot rouge, c'est possible. Ouais, ouais, clairement. En tout cas, voilà, cherchez pas à vous dire qu'il y aura forcément des différences entre les favoris hein, sur cette côte. Alors, elles se feront peut-être en seconde sur le sprint final, mais c'est quand même assez roulant, hein. L'aspiration va beaucoup compter. On risque d'avoir un gros, gros peloton dans le dernier kilomètre pour se jouer la victoire. Et c'est un petit peu dommage, hein, quand même, je trouve, d'être allé en Italie pour chercher une montée comme ça. Voilà, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus intéressant, autant donné que la troisième étape, alors elle est sympa et puis en même temps, bon bah, j'ai envie de me dire qu'un Mats Pedersen au départ de cette Vuelta, il peut faire 3 sur 3 puisque cette troisième étape donc qui fait 141 km. Alors c'est une étape qui est plutôt vallonnée dans sa partie, voilà, dans son deuxième tiers. C'est assez intéressant, je trouve, parce que ça peut permettre à un groupe de costauds voilà, de bien résister à un peloton. Après, j'ai l'impression que la dernière partie de l'étape est quand même très favorable à un peloton. Et puis notamment, bah, c'est un sprint alors qu'il sera pas tout plat puisqu'on a 2 kilomètres pour finir à un peu plus de 4%. Donc encore une fois, ça sacrera un coureur costaud. Mais j'ai envie de dire que bah ouais, Mats Pedersen qui est sur cette course, bon alors on n'est pas là pour faire une preview des favoris, mais c'est encore une étape qui peut très bien lui convenir. C'est une étape qui permettra d'éliminer des coureurs qui sont très rapides, ou en tout cas de les mettre assez en difficulté sur la partie centrale pour les achever sur un sprint. Donc voilà, sprint de costaud encore une fois, mais déjà pour moi, et vous allez me dire si c'est le cas pour vous, un troisième sprint sur cette Vuelta. Bon, bah, clairement, oui, enfin, une équipe qui a dans ses rangs un très bon sprinter qui passe très bien les bosses et qui est puncher, genre la Lidl Trek, elle va contrôler toute la journée pour que ça arrive au sprint et pour que celui-ci s'impose. Donc, moi, c'est le scénario que je vois, mais effectivement, ça va être. Enfin, on les a déjà vus contrôler ce genre d'étape, ces genres de profils que ces équipes-là aiment bien. Donc c'est sympa de le voir là. Ça peut aussi tenter quelques baroudeurs, hein, pourquoi pas. En fonction des forces en présence, on peut avoir une lutte entre
un gros groupe d'échappés, et puis derrière, une seule équipe qui va contrôler. Et là, il peut y avoir vraiment une grosse lutte, notamment dans le final. Donc là, pour le coup, c'est une étape, je trouve, qui paye pas de mine comme ça quand on regarde le profil, mais qui peut être vraiment sympa à suivre. Je pense que s'il y a un groupe qui part en échappée et qu'il y a seulement la Lidl Trek, par exemple, pour contrôler, s'ils ont le maillot rouge, parce que je pense pas que les équipes de favoris contrôleront parce que les écarts seront pas faits, on peut voir une échappée partir, hein, pour moi. Ouais, c'est tôt quand même dans la course pour qu'une échappée gagne, hein. Mais pourquoi pas? Moi, je sais pas. Ouais, ouais. Après, tu sais, dans la Vuelta, tu as toujours les coureurs, c'est leur premier grand tour, plein d'équipes qui ont trop rien à jouer de base et qui du coup vont être hyper offensives. Donc, Des si coureurs en ça fin de avait été contrat, sur tu une vois. autre épreuve, ouais, où les coureurs en fin de contrat que t'as pas vu de la saison, puis ils claquent 2 étapes sur la Vuelta, puis après tu les revois pas pendant 2 ans. Ah, ça, c'est Et plutôt en seconde partie de course, j'ai ouais, l'impression. un peu après, C'est ça qui me fait mais peur, c'est qu'il y a de la fraîcheur chez des coureurs, et puis comme tu dis, on a quand même un coureur comme Mats Pedersen qui va être ultra favori sur ses 3 premières étapes. Ça me fait beaucoup penser au début du Giro, avec les quelques étapes de sprint, mais qui étaient également un peu difficiles, où Pedersen a fait une razzia. Là, je sais plus combien d'étapes il avait gagné sur le Giro, mais j'ai un peu peur qu'on voit 4, ce je crois. même scénario, et puis t'as la moitié des équipes qui auront un leader pour le classement général. Ah là là, je le préserve absolument. Je sais pas. Je trouve que ça arrive un peu tôt pour qu'il y ait du mouvement, moi. Ouais. Ouais. Mais globalement, moi, enfin, vous allez dire ce que vous en pensez, mais quand je vois l'étape du lendemain, la 4e étape, je me demande pourquoi on est parti en Italie. Enfin, quel était l'intérêt de ce grand départ s'il n'y a même pas une seule étape spectaculaire? Parce que on peut se dire qu'on va passer par les Alpes et qu'on va avoir une belle étape des Alpes pour démarrer la Vuelta. Alors c'est intéressant la première partie de la 4e étape. On arrive en France à Voiron, on quitte l'Italie par Sousa. T'es en train de griller la présentation de Loïc, là? Ah oui, excuse-moi. Oui, Ah c'est vrai, c'est vrai, excuse-moi Loïc. Oh là là, tu vois j'étais Y a pas de souci, je me suis dit, ouais, il le lance super j'étais bien, là, et j'étais tellement remonté contre le grand voilà. départ, mais Loïc effectivement, je vais te dire, l'énergie, tu pourras réagir après. J'étais mis en fusée, là, j'étais mis en orbite et je me disais, ah bah non, en fait, il fait la présentation. non, je vais te laisser du coup nous présenter la 4e étape pour la dernière étape qui part d'Italie et qui arrive en France. Bah donc, oui, comme tu dis, c'est l'étape qui arrive en France. Moi, bah, en fait, c'est enfin, t'as deux, trois cols, hein. Un col de 3e catégorie, puis 2 cols de 2e catégorie quand tu arrives en France. Et après, tu as une descente pendant 120 bornes. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça pas une utilisation intéressante des Alpes, honnêtement. Vas-y, Titien, vas-y. Ah bah non, T'as le mais droit de c'est parler, man. hyper décevant. Alors en soi, l'étape, on peut se dire qu'elle est un peu intéressante, mais les cols, est-ce qu'ils sont vraiment assez difficiles pour que genre des équipes, enfin une énorme échappée se forme, surtout que les Non, grimpeurs, ils non, seront. pour moi, ils vont se faire bouffer sur 120 bornes après. Ouais, Donc, c'est bon. ça. Et puis même personne sera loin au classement général. Les 3 premières étapes, elles sont quand même pas très difficiles. Donc tout ce qui est bon grimpeur, etc., ils seront encore placés au classement général. On va pas les laisser partir comme ça. Donc ouais, moi j'ai un petit peu peur. Et puis déjà, même si ça sort dans Mont-Genèvre, la vallée ensuite, elle est longue là entre le bas de Mont-Genèvre et le pied du Lautaret. Donc un peloton il va se reformer. Le Lautaret, alors c'est long, mais c'est pas très difficile. Donc voilà, même pour des purs grimpeurs, de faire des énormes écarts sur ce début d'étape, ça va être dur. Et ensuite, bon bah voilà, hein, franchement ça va être difficile. Encore une fois, le final a l'air, ça va être un sprint de costaud, mais moi franchement, si vous jouez à Cycling Fantasy, prenez Mats Pedersen parce que ça peut déjà être 4 sur 4, hein. Honnêtement, c'est triste quand même de se dire qu'on fait un départ d'Italie et on se dit on va passer par les Alpes pour revenir en France puis en Espagne. Et c'est ça la traversée des Alpes, moi je suis hyper déçu. Si je tiens le gars là qui s'est dit, ah mais tiens, on va partir là, on va aller en France à travers les Alpes, ah, on va faire 2 cols de 2e catégorie, ça va être une super idée, une super étape. Bah, je pense que si on avait voulu exploiter un minimum les Alpes, on n'aurait pas fait autrement. En plus, je trouve que c'était une belle occasion pour la Vuelta, justement, d'aller voir d'autres cols, italiens, français, des trucs durs. En plus, sur les dernières années, je trouve que c'est le grand tour le moins frileux pour mettre des étapes de montagne et des étapes dures assez rapidement. Quand le Tour de France l'a fait, justement, pour le départ en Italie.
ils avaient pas mis la haute montagne extrêmement dure, mais d'ailleurs ils avaient monté le Lotaret par ce même côté, sauf qu'ils étaient allés jusqu'au sommet du Galibier et pour l'arrivée à Valloire. Et ben là, on avait vu dès la première étape, dès la 4e étape, dès la première semaine, une grosse baston, une vraie baston entre les favoris. Là, ça va voilà, on va regarder tranquillement les sommets de part et d'autre du col, mais il va pas se passer grand chose et c'est dommage. Après, voilà, ça favorisera sûrement les attaquants, mais les cols sont pas assez durs en fait. Donc maintenant, on le voit bien, les sprinteurs, on n'a plus trop de sprinteurs qui passent pas un pont d'autoroute. Donc quand on n'est pas sur des gros pourcentages comme le Lotaret, hein, ça devrait bien se passer, quoi. Les gars qui ont les chances de victoire, ils vont être attendus par leurs équipiers. Et puis, pas devant, les équipes du général vont pas se mettre à la planche pour en distancer certains. Donc, non, vraiment, enfin, l'étape en elle-même, pourquoi pas si elle était dans un triptyque alpestre sur la Vuelta. Mais là, franchement, se dire on passe dans les Alpes, on fait juste ces cols-là, non, c'est une honte. Les grands mots, moi je vous dis. Ouais, j'ai rien Et de du plus coup, à ajouter, donc vas-y. oui, bah du coup on passe, on arrive en Espagne. Enfin, avec un beau contre-la-montre plat comme une crêpe, un contre-la-montre par équipe. Je sais pas s'ils font ça parce que le transfert est long et stressant, du coup ils font une étape un peu, on va dire, où il y aura pas enfin, je vois pas forcément des écarts énormes se faire en contre-la-montre par équipe comme ça. On verra bien, mais c'est plat comme une crêpe, c'est relativement court. Euh, je pense ils ont mis ça en se disant il y a le transfert. Mais bon. Ouais, moi je trouve que c'est assez intéressant au bout du 5e jour. Alors c'est vrai que les coureurs vont pas taper beaucoup dans les réserves, mais ça peut créer des différences. Après c'est clair que bah là, ça va quand même bien favoriser les armadas qui ont des gros rouleurs, hein. Le chrono il est plat comme une crêpe, sauf peut-être le dernier kilomètre. Mais voilà, donc ça va vraiment favoriser les équipes de spécialistes. Alors 21 kilomètres, alors je crois que les contre-la-montre inauguraux par équipe des dernières Vuelta, on était quand même plus sur une dizaine de kilomètres. Donc là, c'est un peu plus long. Il y aura quand même quelques écarts, puisqu'on l'avait vu sur Paris-Nice, sur des chronos par équipe voilà, de la même distance, il me semble. On avait quand même des écarts. Donc voilà, il y a une première hiérarchie qui va se créer, parce que je pense que la plupart des favoris seront dans le même temps, hein, suite aux 4 premières étapes. Donc ouais, c'est une étape que je trouve intéressante à ce stade-là. Voilà, ça va commencer à... Moi, j'aime toujours bien les chronos par équipe, même si je trouve que c'est hyper... ça crée toujours plus d'inégalités entre les grosses équipes et les plus petites. Mais ouais, je suis content d'avoir un, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans la saison. Et je suis content que pour une fois, il soit pas en intro avec des coureurs qui seront, pour certains, un peu moins frais, etc. Donc non, moi, ça me va bien, ce contre-la-montre placé ici. Ouais, moi je te rejoins, Titien. Je suis totalement d'accord avec toi et avec ce que tu viens de dire. C'est bien que ça soit pas. Enfin, en fait, il sert pas à grand chose quand il est le premier jour, le contre-la-montre par équipe. Et là, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'intérêt sportif. Déjà, l'étape est un petit peu plus longue. Et puis enfin, moi je trouve ça tellement beau à voir que ça fait toujours plaisir. Et après, je pense que c'est aussi pour cette inégalité entre les équipes dont tu parles qu'ils ont réduit les distances au fur et à mesure. Enfin, il y a 20 ans, on en avait, ils faisaient 60 bornes les chronos par équipe, quoi. Donc là, c'est pas la même chanson et il y aurait vraiment des écarts monstrueux. Donc là, bah, il y a quand même une petite différence, mais ça va pas tuer trop tôt le Tour d'Espagne. Donc voilà, moi j'aime bien quand il arrive comme ça après quelques jours. Je trouve que l'enjeu sportif est plus intéressant. On part du coup pour l'étape 6 où on part de Oliot et on arrive à Pal en Andorre. C'est une étape, la première étape de vraie grosse montagne alors qu'on a passé les Alpes. Et on commence par un col de 3e catégorie, puis on monte en première catégorie. C'est le premier, il me semble, qu'on monte du parcours. Et après, on redescend, on arrive en Andorre, et puis on a un deuxième et première catégorie. Moi, je pense que c'est une étape qui va permettre de créer les premiers gros écarts après, du coup, ce contre-la-montre par équipe, où on va voir
peut-être des coureurs qui ont des armades un peu moins énormes se découvrir. Ce sera intéressant. Je sais pas si, enfin, je me demande avec cette montée, d'abord en deuxième catégorie, une petite redescente, puis une remontée après. Je pense que les grosses attaques vont se faire du coup en milieu de dernière ascension pour essayer de créer un écart et pas avoir un sprint de montagne. Donc je pense que les écarts vont se créer à ce moment-là, quoi. Ouais, ouais, bah moi j'aime bien cette étape parce que déjà on démarre en côte. Je trouve ça intéressant. Il y a des équipes, et notamment les petites équipes invitées ou de grimpeurs, etc., qui ont des purs grimpeurs dans leur effectif, qui auront pris un tir, à mon avis, dans le chrono par équipe de la veille. Donc ça, je trouve que cet enchaînement des deux étapes est intéressant. Et donc ça peut laisser, voilà, il y a pas mal de coureurs qui vont se dire, ok, moi maintenant, je suis loin au classement général, on va me laisser un bon de sortie, je suis un grimpeur, tiens, c'est mon étape, et en plus ça démarre en côte. Donc voilà, les grimpeurs, ils auront 11 bornes, et notamment 7-8 bornes, là, puisque l'ascension est de début et de 11 bornes, mais avec un bon replat sur la fin. Donc voilà, ça va permettre vraiment, et c'est ce qu'on n'avait pas, notamment sur le dernier Tour de France, où des petits grimpeurs galéraient à prendre les échappées et ça pétait du temps parce que on démarrait sur du plat, là on démarre en côte, voilà, avec on va être en prise un peu toute la première partie de la journée. Et puis bah, j'aime bien voilà, qu'il y ait une première étape de montagne qui soit un peu une ascension sèche pour mettre tout le monde d'accord. On n'aura encore rien vu des favoris au bout de ce 6e jour au lendemain du chrono. Bah voilà, certains vont devoir déjà montrer qu'ils sont là. À mon avis, on va surtout avoir un écrémage par l'arrière parce que je pense que personne va prendre beaucoup de risques. Mais j'aime bien d'abord la Comeia, là, c'est un col pas facile, là quand même, 4 bornes à 7%. Et ensuite, la montée finale, alors c'est 9,7 à 6,4%, mais déjà, il y a cette montée de la Massana là, qui dure 1,5 km, 2 km avant, qui est à 8%. Et en plus, bah voilà, l'ascension de Pal en Andorre, là, alors c'est que 6% de pourcentage moyen, mais les 3-4 premiers kilomètres sont à 4,5%. Il y a vraiment un milieu de col qui est avec des passages jusqu'à 12-13%. Là, pendant 4-5 km, on va pas sortir des 8-9%. Donc, il y a vraiment moyen de faire des différences. Donc, en tout cas, voilà, je pense que déjà, on verra les coureurs qui sont des grands noms et qui sont là sur cette Vuelta, pas dans leur meilleure forme et qui pèseront pas au classement général. Alors, je pense que concernant les favoris, il devrait pas y avoir non plus de gros écarts, mais ce sera vraiment la première bataille. On se dira, ok, lui, il est très très fort, lui, il est fort, et on verra quels sont les 3-4 candidats pour remporter cette Vuelta. Donc voilà, tout le monde sera un peu à sa place, et moi aussi, ça, j'aime bien dans le format de grand tour. Ouais, ouais, je vous rejoins totalement, hein. C'est, bah voilà, la première vraie étape de montagne, le premier gros dénivelé positif sur cette Vuelta. Et ce qui est toujours intéressant avec ces étapes-là, c'est qu'on verra déjà les coureurs qui seront hors du coup. Et je trouve que sur la Vuelta, bah voilà, il y a les coureurs qui sortent du Tour, il y a ceux qui n'ont pas fait le Tour, qui étaient sur le Giro, il y a ceux dont c'est le seul grand Tour de la saison. Il y a vraiment des états de forme très très inégaux, et en fait, les gars qui arrivent cramés sur la fin de saison, bah souvent c'est difficile et ça se voit assez tôt. Donc là, on aura déjà pas mal de réponses. Donc c'est toujours pour ça, c'est toujours intéressant pour ça d'avoir une étape de montagne, une vraie avec une arrivée au sommet. Et puis l'enchaînement final est assez sympa. Donc ouais, ce sera le premier, on va dire le premier rendez-vous à ne pas manquer sur cette Vuelta. Bah, du coup, c'est moi qui vais enchaîner parce que c'est à mon tour de vous présenter les 3 étapes suivantes. Et, euh, et l'étape suivante, donc on partira en Andorre la Vieille exactement, pour rentrer tout de suite en Espagne et à nouveau une grosse étape de montagne avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif et également une ascension finale qui va être très difficile. Alors, on arrive, je m'excuse d'avance pour la prononciation parce que je parle pas un mot d'espagnol, de Serler Huesca de la Magia. Euh, je pense qu'il y aura des gros écarts, des écarts déjà importants, surtout avec l'enchaînement, avec l'étape de la veille. Et moi, j'aime bien cette montée finale qui est irrégulière. Il y a les pourcentages les plus importants qui sont plutôt au début de l'ascension, donc ça va permettre des offensives et des coureurs qui auront peut-être déjà perdu un petit peu de temps, que ce soit sur le chrono par équipe, sur les premières étapes, pourront sûrement tenter un peu plus tôt. Et puis après, si jamais il y a un Danois qui veut écraser directement la course, ce sera aussi une belle occasion de le faire. Vas-y, Loïc. C'est su- c'est sûr que en fait, bah, je trouve que cette
cette arrivée finale avec des replays, ça va permettre des regroupements en fait. Ce qui va être plutôt cool. Je pense qu'on va avoir des attaques un peu fleurir un peu partout. Ça va être vachement sympa. On rentre en fait dans des enchaînements de montagnes où il y aura des gros écarts au général qui vont être créés. Je pense que les équipes vont vraiment vont tout mettre en place pour créer des écarts dès le début. Je pense que une Visma, avec vu des forces qui seront en présence, ils vont essayer d'affirmer leur toute puissance et peut-être qu'un petit Danois voudra aller gagner son étape où on verra bien ça. Ah, moi j'adore cette étape, voilà, c'est une des plus belles de cette Vuelta, je trouve, et en plus elle est bien tracée parce que il y aura des favoris ou des grands noms qui ont complètement explosé la veille et qui vont déjà repartir à l'assaut. Et j'aime bien là ces 25 premiers kilomètres à 4% avec des pentes assez abruptes par endroits. Je pense que pour moi, alors que la veille ce sera une vraie explication entre favoris, c'est probablement la première étape où une échappée de grimpeurs pour aller au bout. Ça va être quand même dur à contrôler. Il y aura beaucoup de monde qui voudra être dans l'échappée parce que là, il y aura beaucoup de monde qui sera loin au classement général. Et puis voilà, il y a des montées pendant toute l'étape. Ouais, je vois vraiment une échappée aller loin. J'aime beaucoup la montée finale là, avec ces finalement, quand on voit que c'est 12 km à 6%, avec les descentes qu'il y a, on peut imaginer la difficulté de cette montée finale. Je pense Ouais, qu'il va y avoir c'est dur. Ouais. il va y avoir des rampes assez atroces et ouais, et je pense qu'il peut y avoir de gros écarts. Et je vois vraiment une course un peu en deux temps, moi, avec vraiment une échappée devant et puis une course des leaders derrière. À voir si le fait qu'il y ait ces redescentes, ça incite pas les leaders justement à un peu d'attentisme. À voir, je sais pas, mais en tout cas, ce sera très très dur et c'est pareil. Hein. On verra si la hiérarchie de la veille se poursuit, mais voilà. Deux étapes de suite sur cette Vuelta qui mettront tout le monde à sa place. Et vraiment, au soir de cette étape, on en saura beaucoup plus sur l'identité du vainqueur probable de la Vuelta. Je la trouve vraiment très très difficile dans son final. Donc voilà, il faudra pas louper ce deuxième grand rendez-vous pour les favoris, encore bien plus dur que celui de la veille. Ouais, avec même des chances hein, qu'on ait déjà à limite le podium, voire le vainqueur ce soir-là. Hein. On Ah est, bah ouais, pas à l'abri de ce Non, quand même scénario. pas encore. Oh, bah, Il y a quand même des belles étapes après. On ouais, verra mais bien. des fois, t'as beau mettre les belles étapes que tu veux après, tu peux vite plier le game, quoi. Si c'est, Oui. enfin, tu c'est vois, très dur là quand même, hein. Un mec qui vole et Oui. qui part dans le Ah bah premier des ouais. trois, la première des Ah trois ouais. bosses finales là, il va faire des écarts monstrueux parce Surtout que s'il a déjà pris un peu de temps la veille. Hein. oui, Mm. tout à fait. Mais bon, Surtout s'il a une bonne équipe avec on le verra contrôle bien. Mais en montre en tout cas, équipe. pour le suspense, on ne le souhaite pas, bien évidemment. On arrive du coup sur la 8e étape qui partira de Monzon Templario, qui arrivera à Zaragoza. Saragosse en français. Bonne étape pour sprinter. Voilà. On s'est dit, ah bah tiens, on va mettre les deux grosses étapes de montagne, un jeudi et un vendredi, ça va être bien, comme ça tout le monde pourra suivre. Et puis après le samedi, bah comme ça, tranquille, étape de sprinter. Donc voilà, donc espérons qu'il y ait quelqu'un qui nous fasse le même numéro que Van Der Poel vers Châteauroux. C'était un dimanche, je crois. Voilà, où on se disait, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent des étapes toutes plates où il va pas se passer grand-chose le week-end quand les gens ont plus le temps de regarder et de suivre. C'est le seul petit reproche qu'on pourrait faire. Et il faut pas nous faire croire que c'est à cause de l'harmonie du parcours, parce que ça, cet argument n'est pas tenable sur cette Vuelta 2025. Mais en tout cas, finalement, c'est seulement la deuxième véritable chance pour les sprinteurs de remporter une étape après l'étape d'ouverture. Donc effectivement, il faut pas non plus voilà, attendre trop longtemps, parce que sinon il y aura plus du tout de sprinters sur la Vuelta, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup en général. Voilà, après rien de plus à dire. Je vous laisse réagir sur cette étape. J'ai l'impression que tu avais quand même dit pas mal le peu de choses qu'il fallait dire. Moi, je pense que c'est vraiment le genre d'étape où je vais pas aller regarder, peut-être le début, regarder la formation d'échappée et voir comment ça se passe, mais sinon, moi, j'irai faire ma sortie de vélo et voir les derniers kilomètres. C'est une étape de sprinter, y a pas vraiment de boss. Ça, on verra des grosses armadas de sprinters, quoi. Ouais, rien de plus à dire, sieste et sprint massif. Voilà. Très bien. Eh ben, nous pouvons enchaîner directement sur la 9e étape qui aura lieu le dimanche 31 août. On partira d'Alfa Rufa, surtout les coureurs de la Vuelta, parce que nous n'allons pas y participer, scoop. Et on arrive au sommet à nouveau à Estación de
circuit des Valdezcaray. Voilà, je m'excuse pas à chaque fois pour la prononciation, hein, mes excuses valent pour toutes mes prononciations en espagnol. C'est une étape que j'ai nommée étape à la Vuelta. Parce que quand on voit le profil, on se dit ouais, bah, c'est relativement plat, puis il y a une arrivée au sommet qui a l'air un peu dure. En fait, c'est pas plat toute la journée, hein. Il y a quand même, alors on a près de 200 km sur l'étape, et il y a plus de 3000 mètres de dénivelé. Et c'est très casse-pattes, ça monte et ça descend toute la journée. Et puis après, on va arriver en altitude, et je pense qu'il y a vraiment une échappée qui peut en profiter sur ce genre d'étape, surtout qu'il y aura déjà des écarts importants en général, vu ce que les coureurs auront fait sur les jours précédents. Puis bah, l'ascension finale est longue, alors c'est pas hyper raide, mais... Et bon, ça reste une ascension, ça reste une arrivée au sommet. Il peut encore y avoir 2-3 trucs qui peuvent se passer. Surtout que la fin est à peine moins dure. Mais bon, en tout cas, je vois bien une belle échappée se battre pour la victoire ce jour-là. Bah, c'est une montée sèche. Il y a une grosse montée sèche. Je sais pas si. Je pense qu'il y aura une échappée avec quelques grimpeurs à l'intérieur qui vont s'échapper et essayer de gagner cette étape. Je pense que tu as déjà dit pas mal de choses. C'est une jolie étape. Je pense qu'il y aura de la bataille pour rentrer dans l'échappée et ce sera plutôt fun à regarder, je pense. Et bah, les coureurs feront le beau spectacle. C'est nul, franchement. Là, on arrive dans les choses qui fâchent. Quel est l'intérêt de cette étape? C'est ni intéressant pour l'échappée, ni intéressant pour les favoris. Alors, pour les favoris, je pense pas qu'il se passe grand-chose. En fait, ça y est, maintenant, il y a eu 2 étapes difficiles, il y a eu le contre-la-montre par équipe. Faut créer des étapes ouvertes pour que la course s'emballe, etc. Et ben non, on sort une étape très fermée, c'est-à-dire que il peut rien se passer sur la première partie de l'étape parce que c'est pas assez dur, donc il va tout se passer dans la côte finale, mais elle-même est vraiment pas assez dure, hein, à 6% de moyenne, voilà. Enfin, alors oui, il peut y avoir des petits écarts, mais grosso modo, oh, c'est pas très intéressant. Et puis même pour l'échapper, tu sais bien que ça va jouer dans cette. Moi, j'aime bien les étapes pour baroudeur de moyenne montagne où ça peut pétarader un peu à tout moment, où c'est assez stratégie, etc. Bon, bah là, non, je la trouve pas très très intéressant cette étape. Je pense que effectivement, il y aura une course en 2 temps. Mais en tout cas, pour les favoris, il y aura pas beaucoup d'écart parce que l'ascension est quand même pas très difficile versus les 2 étapes de montagne qu'ils ont eu avant. Donc, étape pour moi, vraiment pas très très. C'est vraiment pas les étapes de vélo que j'aime regarder, ça. Bon, l'avantage, c'est que tu ne seras pas déçu par l'étape du lendemain, parce que le lendemain, c'est repos. Oui, bah par contre, on va tout de suite parler de l'étape d'après le repos parce que vous voyez l'étape du dimanche, bah, vous allez revivre exactement la même étape. C'est vrai que Voilà, c'est la même étape. Ils ont abusé, ça se voit. En fait, au bout d'un moment, il faut peut-être leur dire, ça se voit, quoi, qu'ils avaient peut-être Franchement, pas d'idée. Hein. Mais c'est c'est pour nul. le parcours. Je suis désolé, C'est là l'étape plate avec l'arrivée en altitude, c'est nul. celle-là. Et ben en fait, tu vois, l'étape est plutôt sympa. Si t'enlèves, franchement, t'aurais enlevé la montée finale. Tu te dis, bon, bah, c'est une étape pour baroudeur avec beaucoup de types de profils un peu gazier, là, qui peut briller sur une étape comme ça, avec des côtes, des replats. Ça peut être stratégique, il peut se passer des choses. Mais non, t'as cette montée finale qui est pas assez dure, encore une fois, pour les favoris, 9,4 à 6%. Donc voilà, on sera en lendemain de journée de repos, attention aux surprises, etc. Mais on n'est quand même pas sur une montée terrible pour les favoris. À mon avis, ça s'attaquera au punch dans les 2-3 derniers kilomètres, mais c'est pas là-dessus que tu vas faire des écarts. Et puis pour les échapper, bah non, en fait, pour beaucoup de profils de coureurs, c'est trop dur parce qu'il y a cette montée finale. Enfin, tu vois, moi j'ai beaucoup aimé l'avant-dernière étape du Tour cette année dans le Jura, là, avec, voilà, c'est Caden Groves, un sprinter qui gagne devant des mecs qui sont plutôt punchers. Il y avait des mecs qui étaient vraiment grimpeurs dans l'échappée. Il y avait tout type de profil et cette étape, elle aurait pu être très intéressante. Mais non, il y a cette bosse finale, on sait pas pourquoi on l'a mis. Enfin, elle est là pour, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un copier-coller de l'étape de 2 jours avant. C'est vraiment pas inspiré, je trouve. Non, je sais pas, je comprends pas trop le projet de ces 2 étapes, si ce n'est ça crée encore une fois un puncher grimpeur qui serait dans l'échappée, voilà.
Ouais, bah c'est ça, en tout cas, pour les favoris, t'es sympa, je trouve, quand tu dis deux, trois derniers kilomètres. Moi, je pense qu'elle va se jouer après la flamme rouge, Oui, entre les voilà. favoris, pour aller grappiller quelques secondes, ou alors des bonifs si jamais il n'y a pas d'échappée devant. Et ouais, après, enfin, ça se jouera entre, je pense, l'étape pour l'échappée, avec des grimpeurs qui vont s'expliquer dans la bosse finale. Mais ce qui aura le plus dommage, c'est que c'est le copier-coller de l'étape précédente. Alors ça se trouve, le scénario sera pas du tout le même, hein, ça on sait pas. Mais ouais, je suis d'accord, j'y avais pas pensé en préparant, mais en t'écoutant, c'est vrai que s'ils avaient zappé l'arrivée au sommet, et puis fait arriver, je sais pas, au pied par exemple, ça aurait Ah ouais, ça rendu aurait été l'étape sympa. beaucoup plus intéressante. Ouais. Bon, Titien, j'irai pas aussi loin que toi sur la négativité du truc, mais je pense qu'il y a des. C'est une étape de baroudeur, tu peux avoir tu peux avoir quand même des coureurs qui sont complètement lâchés au général, qui vont essayer de se glisser dans l'échappée. Euh, c'est vraiment, tu vois, une équipe comme Astana et les équipes espagnoles qui mettent tout leur coureur là-dedans, ça peut quand même être intéressant, tu vois. C'est pas, c'est sûr qu'il y aura pas de gens qui feront beaucoup plus que 70 kilos là-dedans, mais ça reste quand même, ça peut rester intéressant quand même. Ouais, en fait, moi, ce que je reproche, c'est que, bah, premier reproche, c'est que c'est des concours de watts. On enlève l'aspect tactique du vélo, je trouve, sur de telles étapes, parce que, voilà, c'est trop dur pour pas. Enfin, la bosse, quand même, finale est trop dure pour que il y a plein de coureurs qui peuvent pas briller sur de tels profils, alors que si on avait enlevé la bosse finale, Ah, ça j'avais aurait pas été vu les beaucoup, pourcentages finaux. beaucoup plus ouvert. D'accord, ok. Et en même temps, j'aime pas du tout parce que on nous fait croire que c'est des étapes pour les favoris. Les profils nous font croire ça et l'organisation nous fait croire que c'est des étapes de montagne, alors qu'on sait très bien, on les connaît ces ascensions. Il peut se passer des choses, mais il y a rien qui va être renversant. Enfin, ça va être un sprint effectivement d'un favori qui va reprendre 10 secondes à un mec qui a zéro punch, et puis il y en a peut-être un qui va craquer. Mais honnêtement, je les vois pas prendre de risques sur des ascensions comme ça. Donc voilà, moi je Bah trouve oui, mais qu'on comment Roglic il gagne ses Vuelta aussi, hein, si tu mets pas ouais, ça, voilà. voilà. Tu prends Roglic comme exemple. Bon, bah écoute. Non, non, mais voilà. Ouais, non, mais Je c'était. trouve qu'il se passera rien pour le général. Donc, c'est deux étapes qui gâchent un peu pour le général. Et en même temps, ça va être les deux mêmes coureurs, deux mêmes types de coureurs qui vont gagner. Là où on aurait pu avoir. Voilà, si t'en laissais une des deux, la première et celle-là, tu mettais une étape un peu plus typée baroudeur. Surtout que vraiment, les profils un peu baroudeur puncher, franchement, mais qui grimpe pas non plus. Enfin, tu vois, un Mathieu Van Der Poel, il viendrait sur cette Vuelta, il aura pas beaucoup d'étapes pour lui finalement, parce qu'à chaque fois, c'est soit des étapes vraiment de sprinter, soit c'est déjà trop dur et on rentre dans le domaine des grimpeurs. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais écoute, on prend le parcours tel qu'il est, mais moi je suis très déçu de cet enchaînement des étapes 9 et 10. Par contre, messieurs, Ah, l'étape 11, un petit bijou. Vous, 11e, alors. est-ce que Oui, vous aimez le dis-nous. Tour du Pays Basque? bah oui, Bah, on forcément. aime tous le Tour du Pays Basque. Et bah là, Oui. Oui, une oui. étape, une étape typique de Bilbao à Bilbao, d'ailleurs, du Tour du Pays Basque, avec des côtes qu'on connaît, et notamment la dernière, là, ça vous dit quelque chose, l'Alto des Piquets, là, c'est bien cette côte où Pogacar avait attaqué avec Vingegaard et un certain Victor Lafay. Je crois bien que c'était cette côte, hein. C'est possible, Ouais, j'ai ouais, plus en ouais, tête. ouais, ouais. Ah. C'était ça, mais l'étape, dans tous les cas, est magnifique parce que bah, constamment, toute la journée, on va être en prise. On est sur une Moi, étape j'avais où, kiffé l'étape. voilà, non, c'est vraiment sympa. Et puis, bah, les trois dernières bosses, voilà, c'est à chaque fois, on est dans du 4 km à 8%. L'Alto des Piquets, bah, c'est là où se devrait se jouer la victoire d'étape, comme la victoire pour le classement général, enfin, comme la course au général. On est quand même dans deux bornes à plus de 9%. Donc, c'est vraiment une étape très, très dynamique, intéressante. Et cette étape, elle aurait été incroyable. Par exemple, en avant-dernière étape de la Vuelta. Genre là, je me serais dit, ça Mhm. serait parti dès la première ascension de l'Alto des Viveros, là, à 50 km de l'arrivée. Là, j'ai un peu peur que les positions soient un peu serrées. Mais c'est une étape qui offre des possibilités à plein de types de coureurs, et notamment aux coureurs du classement général, de lancer la course de loin. J'espère qu'ils sauront la saisir. Donc moi, j'aime beaucoup cette étape parce que il y a du dynamisme, il y a de la difficulté toute l'étape et il y a des pourcentages. Donc moi, je la trouve très très sympa cette étape tracée au Pays Basque.
Ouais, c'est une étape très chouette. Moi aussi, je suis bien emballé. Je me suis mis étape à ne pas louper. Absolument. On va dire que ce qui est intéressant, c'est que avec ce genre d'étape, on peut voir que on n'est pas obligé de mettre une arrivée au sommet pour qu'il y ait des écarts entre les meilleurs coureurs. Et typiquement, il peut y avoir de gros écarts sur une étape comme ça, hein. Un coureur qui pète dans un des altos qui est assez loin de l'arrivée. Si t'as personne pour t'aider, tu peux vraiment perdre beaucoup de temps. En plus, c'est le Pays Basque, c'est des routes sinueuses, c'est technique et c'est bien parce que on n'arrive pas au sommet. Donc du coup, il y a une descente, il y aura peut-être des petits groupes qui vont se former. Comment est-ce que ça va s'entendre tactiquement? Donc non, en tout cas dans la course au général, puis même dans la course à la victoire d'étape, ça va être sympa, mais dans la course au général, euh, je trouve que c'est très très bien ce genre d'étape, vraiment typé ouais puncher, étape, c'est une petite classique ardennaise et vraiment c'est très chouette. Les gars, vous avez dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. J'ai l'impression, moi, ça me donne l'impression du coup de ce Tour de France qui avait commencé en Espagne et puis des petits coups de cul un peu partout. Il y aura, je pense, des coureurs de général qui vont tenter quelque chose, mais derrière, ce sera aussi pour les punchers. Donc, c'est une étape qui a marqué sur le calendrier, en effet. Tout à fait. Et moi, j'aime beaucoup l'étape suivante, hein, qui est l'étape 12. Ouais, on a beaucoup d'arrivées au sommet et je me suis dit, ah, enfin une étape qui change avec un col difficile. Avec quand même encore une vingtaine, 25 kilomètres au sommet, après le sommet du dernier col. Donc je me suis dit c'est bien une étape ouverte. Et puis j'ai regardé l'étape du lendemain, je me suis dit ah bon il y a aucun favori qui va bouger parce que le lendemain, bah oui si tu tues les jambes aujourd'hui, le lendemain c'est l'Angliru. Donc ah non non non, je vais c'est surtout ça. pas bouger moi là, et mes Bah jambes sinon je oui. vais exploser dans l'Angliru. Donc Ah voilà, non. il va rien se passer au classement général et puis ce sera une belle étape pour des baroudeurs grimpeurs en échappée. Donc au moins ça ouvre les profils parce qu'on n'arrive pas sur une arrivée en côte. Donc il peut y avoir des regroupements. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc, mais que ça aurait été bien une étape comme ça après l'Angliru, mais franchement, juste avant l'étape de l'Angliru, qui va être l'étape clé de cette Volta, j'y crois pas une seule seconde à des mouvements de l'eau, hein. Alors, je serais très surpris, très étonnamment surpris, et enfin, très content en tout cas qu'il se passe des choses, mais honnêtement, j'ai un peu peur que cette étape se résume à une étape avec des baroudeurs grimpeurs, encore une fois, et que les favoris prennent pas le risque de bouger avant l'étape du lendemain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu dommage parce que pour une fois ça changeait, pour une fois il pouvait se passer des mouvements de course un peu différents, un leader qui pète dès le début de la montée et qui prend un tir sur les 20 km de plat et descente après, voilà. Mais je pense qu'il se passera rien. Oui, moi je suis même sûr que, enfin on peut pas être sûr, mais non il se passera rien. En fait, si à la limite l'arrivée était au bas de la descente, bah là pourquoi pas, parce que tu fais ton effort au sommet, tu fais la descente, ça te coûte pas trop d'énergie, t'arrives. Mais là après, il faut se taper, je sais pas, 15 bornes de plat, 20 bornes de plat pour rallier l'arrivée. Du coup, c'est beaucoup trop. Ça demanderait beaucoup trop d'efforts et t'es sûr que l'avance que t'as pris dans la montée voire la descente, tu la perds. Et vu la difficulté de l'étape du lendemain, les favoris bougeront pas. Donc voilà, ce sera comme tu l'as dit, une bagarre pour l'échapper, mais je pense qu'il n'y en a même pas un qui va attaquer dans la montée. Enfin, ça servirait à rien du tout. Du coup, c'est une bonne étape d'introduction pour le lendemain parce que demain, on a l'étape c'est l'étape reine de cette Volta. On a le Langlero, l'étape, c'est là la montée ultime. On a des passages à 23%, ça dure 12,5 bornes, un truc comme ça, 10% de moyenne, tu as des passages qui sont monstrueux. Avant ça, tu as deux petits cols de première catégorie. Ça va avoir bien mangé des pattes avant cette étape. Il me semble qu'en 2023, on avait eu la triplette de la Visma qui était pas. C'était Roglic qui était allé gagner l'étape et c'était pas la meilleure des représentations du Langlero, mais je suis sûr que cette année, ce sera complètement différent. On pourra peut-être voir des abandons, des gens qui se feront complètement lâcher, tu sais, qui vont perdre environ 10 minutes, des trucs comme ça. Ce sera une étape pour le général et ça va être l'étape à vraiment à pas rater, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Bah, écoute, pour moi, l'Angliru, c'est mon premier souvenir de jeunesse de la Vuelta. C'était en 2002, avec Roberto Heras qui remporte l'étape de l'Angliru. Je sais pas si Adri, ça te dit quelque chose sous la brume. Là, il était face à des Ouais, si, je Sevilla, revois. des Heitor Gonzalez Ouais. qui est, bon, no comment, qui remporte cette Vuelta d'ailleurs, hein, mais voilà, qui s'était mis à grimper l'Angliru comme un... Non, mais franchement, ouais, c'est incroyable cette montée. Moi, j'adore. Voilà, c'est tellement dur. Je me demande vraiment comment ils font. Moi, en tout cas, je serais pas capable de le faire. Voilà, et puis, bah voilà, même si les 140 premiers kilomètres de l'étape sont plats, derrière, bah, ça va s'enchaîner avec déjà deux ascensions très très difficiles avant l'Angliru, hein, mine de rien, on est sur des ascensions de 6 bornes à 8%. Et puis, bah voilà, cet enchaînement quand même du Cordal et de l'Angliru, on se souvient je crois que c'était Alberto Contador en 2017 sur sa dernière grande victoire qui avait attaqué dans les derniers kilomètres de l'Alto del Cordal et qui avait pris une sacrée avance ensuite entre la descente et le pied de l'Angliru. Donc ouais, il y a des choses à tenter peut-être avant même l'Angliru. Après, enfin de toute façon c'est une montée qui mettra tout le monde à sa place. Clairement, on l'a bien vu à chaque fois. C'est pas une montée où tu peux faire de la stratégie. C'est tes jambes qui vont parler. Et là pour le coup voilà, le meilleur de cette Vuelta va naturellement se détacher sur les pentes de l'Angliru. Enfin clairement le classement au sommet de cette bosse, ce sera le classement probablement final de cette Vuelta ou pas loin parce que c'est pas une montée où tu peux prendre l'aspiration, c'est pas une montée où tu peux jouer tactique, c'est juste toi et tes jambes. Si t'es fort, bah tu seras dans les premiers. Si t'es pas fort, tu vas souffrir. Donc voilà, tout le monde sera. C'est une montée impitoyable qui mettra tout le monde à sa place. Ouais, l'Angliru, j'adore. Moi, c'est dur, c'est beau. C'est devenu un classique de la Vuelta. Il y aura une grande bataille entre les favoris. Il y aura des écarts à la fin de la journée. J'aime beaucoup ces deux montées qui précèdent l'Angliru. Parce que, comme tu l'as dit, elles sont difficiles. Donc, du coup, il y aura déjà, bah, je pense, un petit groupe de favoris et puis certains coureurs qui seront déjà bien usés. Et c'est ce qui aussi créera les écarts encore plus importants dans la montée. Bon, je pense pas que les favoris partent avant l'Angliru. Hein, quand Contador, quand il était parti, il jouait plus le général. Il allait juste chercher le dernier succès de sa carrière. Et voilà. Certains disent que les autres l'avaient laissé sortir, mais en tout cas, il était quand même allé la chercher, son étape. Mais il n'était plus dans la bataille au général. Ça m'étonnerait qu'il y ait un coureur qui prenne des risques comme ça, alors s'il est encore en course pour le podium. Peut-être quelqu'un qui a rien à perdre à la limite, mais ce serait sûrement un aveu de faiblesse quand tu sais ce qui t'attend derrière dans l'Angliru. Mais ouais, moi, c'est toujours cool de revenir dans les endroits mythiques du cyclisme. Donc là, c'est pareil, étape à cocher. Et oui. Mais on a surtout l'étape du lendemain, du coup, où en fait on part de Aviliès et on arrive à Alto de la Farapona. Elle fait 135 km. C'est une étape qui est quand même c'est un peu un back-to-back au niveau de la montagne. On a un col de troisième catégorie au milieu de l'étape, puis après on monte au Puerto Lorenzo et après on monte au col de première catégorie, pardon. Du coup à Alto de la Farapona. Il me semble que c'était Godu qui avait gagné en 2020 à cet endroit-là. Ça va découper le peloton pour moi, ça va faire du gros découpage et puis ce sera intéressant. Je pense qu'il y aura à nouveau des coureurs qui seront bien fatigués de la veille, donc ça me promet de refaire des écarts, je pense, au général. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser de cette étape. Je trouve l'enchaînement. Est-ce qu'il peut y avoir des attaques de loin? En fait, le Puerto de San Lorenzo, il est vraiment très difficile, hein. On a 9 bornes de montée à 9%. Ouais, c'est très difficile. Et pour moi, il pourrait y avoir des attaques de loin, mais j'ai peur que ce long faux plat montant, là, 8 bornes à 5% avant la montée. Alors, c'est une étape qui va faire très très mal. Mais c'est les genres d'étapes où t'es déçu, je pense, un peu comme l'étape de la Losse, par exemple, sur le dernier Tour de France, parce que c'est une étape qui va beaucoup se jouer à l'endurance, c'est une étape très dure,
mais où il va être difficile de tenter un truc de loin et tout va se jouer dans les 7 dernières bornes, encore une fois très difficile, à 8,5%. Donc voilà, dans tous les cas, là, c'est la hiérarchie de la veille devrait se confirmer sur cette étape-là. Là, on est vraiment peut-être sur les 2 étapes les plus difficiles de cette Vuelta, beaucoup de dénivelé. Mais je vois pas de grands mouvements d'envergure dans cette étape, même si le San Lorenzo pourrait s'y prêter, mais j'ai peur derrière qu'un coureur qui s'isole se fasse rapidement, ou alors faudrait un mouvement avec des équipiers devant. Voilà, il peut y avoir des stratégies comme ça, mais sinon j'ai peur que ce enfin plus qu'un faux plat montant, mais cette longue montée à faible pourcentage avant la montée finale un peu défavorise les attaques de loin et pousse un peu à l'attentisme des coureurs. Bah, tu vois, moi je trouve au contraire que comme il y a beaucoup de plats avant et que c'est pas forcément très dur avant la principale difficulté là à 10 km à 9% quasiment, ça permettrait à des coureurs qui auraient peut-être un peu de retard au général ou qui veulent passer à l'offensive d'envoyer du monde devant, qui puissent basculer au sommet avant le groupe des favoris et après servir d'appui pour la fin, justement, ce faux plat. C'est sûr que si tu es tout seul après la descente et que tu as 30 bornes à faire en faux plat montant, ouais, ça va être compliqué. C'est même une vraie ascension sur la fin. Mais pourquoi pas on arrive quand même à la 14e étape, il y aura déjà des écarts, peut-être des coureurs qui vont essayer de tenter quelque chose, de grappiller du temps au général. Et moi, je trouve que pour ça s'y prête plutôt bien, parce qu'on n'est pas sur une étape où, si ça avait été très difficile d'entrer, là, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué, mais là, avec pas mal d'avance, même un coureur qui n'est pas extrêmement bon grimpeur, voilà, si l'échappée a suffisamment de temps, il peut basculer devant les favoris, et là, ça peut peut-être créer un truc sympa. Donc à voir. En tout cas, c'est toujours plus intéressant le lendemain de l'Angliru que la veille. C'est sûr qu'il se serait rien passé. Le jour d'avant. Et du coup, messieurs, si vous voulez bien, on passe sur l'étape 15 qui va de Vegadeo, on dirait, je sais pas. Oh bah, je le ferai pas mieux que toi. Ce qui est intéressant, c'est Il n'y en a pas un qui parle espagnol ici. après au Mexique, ça marche toujours pas. Hein, c'est compliqué. Bah alors, bah oui. Non, t'as pas. Moi, je pensais que limite que t'allais faire le podcast en espagnol. Hablo espagnol. Yo hago espagnol. Loïc, il demandait juste des cervezas, c'est tout. C'est ça. Una cerveza. Voilà, ça suffisait. Ça, je sais dire. C'est parfait. Du coup, on passe sur l'étape 15, où ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on monte un peu la première catégorie. Bon, ça fait quand même presque 18 bornes à 5%. Et après, c'est ondulé, mais ça reste plutôt correct pour des coureurs de haut niveau. Je sais pas si vous voyez ça, mais moi, je vois plutôt une échappée du coup, qui se forme du coup, au début de cette course, et puis on va voir des petits baroudeurs grimpeurs arriver à la fin, mais bon, ça pourrait aussi se rattraper avec un peu le profil descendant à la fin, je sais pas, ça ouvre au débat. Bah moi j'aime bien cette étape, moi justement, c'est impossible en regardant de dire qui va l'emporter. C'est bien une des seules étapes sur cette Vuelta où je me dis que tous les profils peuvent briller. Un mec qui sprinte bien, qui s'accroche sur le début d'étape pour être dans l'échappée, parce que oui, c'est une échappée qui va partir, hein. Notamment parce que 17 km, presque 18 à 5%, même si on n'est pas sur des pentes incroyables, ça fait très mal, c'est long quand même, hein. Donc voilà, et puis après... j'aime bien, moi, cette première moitié d'étape. À la fin, on est quand même sur 3003 de D+, sur cette étape, sachant que ces 3003 de D+, ils sont quasi concentrés sur les 100 premiers kilomètres. Donc, ouais, beaucoup de profils qui peuvent briller, même s'il faudrait quand même être un assez bon grimpeur pour si tu passes pas un pont, bah, tu seras pas dans l'échappée. Et puis, ce final, voilà, qui est plutôt pas trop difficile avec 2-3 boss où il peut y avoir des coups tactiques. Non, je pense que ça peut être je pense qu'il peut y avoir une très grosse échappée et ça peut être un final assez intéressant. Je pense pas que le peloton soit... Enfin, moi, en tout cas, si je suis sprinter et que je sais passer les boss, je pars plutôt dans l'échappée plutôt que d'essayer de contrôler avec mon équipe. Donc, ouais, une belle étape de baroudeur où beaucoup de types de coureurs différents vont pouvoir s'imposer. Ça peut donner aussi un final tactique. Moi, j'aime bien.
Ouais, je suis bien d'accord. Belle fête de baroudeur à prévoir. En voyant le profil comme ça m'a fait penser à l'étape du Lotaret qu'on avait au début, là, où ils escamotent les Alpes. Mais celle-ci est Ah, les mieux. plus intéressante dans le sens où, déjà, elle est plus dure. Le début est quand même beaucoup plus dur, donc forcément, ça va créer quelque chose. Et la fin est moins facile. Et puis en plus, ça arrive à la 15e étape. Donc à la 15e étape, bah, tu contrôles pas comme à la quatrième. Voilà, il y a déjà plein de choses qui se sont passées, des états de forme très très différents. Donc, ça sera beaucoup plus intéressant selon moi. Ouais. Bah, du coup, c'est à moi d'enchaîner pour vous présenter la 16e étape de cette Vuelta 2025 qui partira de Poyo et qui arrivera à Moscastro de Herville. Une étape vallonnée, je me suis noté typé grimpeur-puncher. En tout cas, ça se prête à ce qu'il y ait des offensives parce qu'on n'a pas d'ascension très très longue, mais il y aura quand même des pourcentages et surtout ça monte et ça descend et bah toute la journée. Hein. On sera le lendemain de la dernière journée de repos. On sait que des fois les organismes ont un petit peu plus de mal à récupérer en début de troisième semaine. On a quasiment 3500 mètres de dénivelé positif. Euh, Elle va faire très mal aux jambes. Cette étape, ça va être dur de contrôler aussi dans le final. On aura, voilà, par exemple, un coureur qui a perdu du temps en montagne les jours précédents, qui peut peut-être se refaire. Donc moi, je trouve que c'est une très belle journée pour commencer la troisième semaine. C'est sûr que c'est une belle journée parce que ça, c'est plutôt plat au début. Après, ça, il y a plusieurs petites coups de cul. Enfin, c'est des vraies montées. Ça permet, je pense, à plein de profils différents de s'exprimer. Oui, on pourrait voir des attaques un peu folles pour que des coureurs lâchés aillent chercher du temps. C'est une étape super ouverte. En fait, c'est ça qui va permettre. Je pense que ce sera une très très jolie étape qu'il faudra suivre aussi parce que ça va exploser un peu dans tous les sens, surtout en troisième semaine d'un grand tour comme ça qui est la Vuelta, ce qu'on disait au début avec les coureurs en fin de contrat, etc. Je pense qu'il y a plein de monde qui va vouloir aller chercher quelque chose soit sur cette étape. Ouais, très chouette aussi, très difficile à lire. Ouais, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de temps mort dans les 70-80 derniers kilomètres. Il y a zéro temps mort. Ça va monter, ça va descendre, il y aura du pourcentage. Et puis j'aime bien aussi que l'ascension finale, les 3 kilomètres les plus difficiles, là, quasi 9%, soit avant les 6-7 derniers kilomètres à plus 4% de moyenne, parce que ça forcera les favoris à sortir de loin. Et on sait derrière que des favoris isolés sur du 4-5%, là, ça peut être intéressant, ça peut créer de gros écarts. Je pense notamment à l'enchaînement, alors c'est un peu différent, mais quand t'as le Mortirolo et Aprica sur le Giro, souvent t'as d'énormes écarts qui se créent parce que les mecs sont un par un sur la montée qui est plutôt plate de Aprica. Donc moi je la trouve très très sympa. Voilà, ça forcera à partir de loin. Il peut mieux y avoir des favoris qui lancent la course loin de l'arrivée, tellement il n'y a pas de temps mort. Donc ça va être un joyeux bordel et genre d'étape que j'aime beaucoup. Et oui, on aime les joyeux bordels. Étape 17, on partira de Obarco des Valdeorras et on arrive Compliqué au celle-là aussi. sommet. Ouais, celle-là, elle est pas simple non plus. À l'Alto de El Morado, Ponferrada qui sera situé au pied de cet Alto. Bah là, on est clairement sur une course de côte, sur une étape courte. Donc ça va être ben voilà, c'est classique on va dire. La montée finale est intéressante parce que comme on l'a déjà vu plusieurs fois là sur cette Vuelta, il y a plusieurs rampes et puis là aussi les pourcentages les plus difficiles seront dès le début. Donc si quelqu'un veut bouger, veut créer des écarts, il va pas falloir attendre trop longtemps la fin. Après voilà, des fois les coureurs ils ont un petit peu peur des replats qui peut y avoir. Donc voilà, toujours intéressant et sachant que bah, on arrive tout doucement sur la fin de la Vuelta. Hein. On est bien dans la troisième semaine. On sera le mercredi, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ce sera forcément intéressant à suivre. Ah, en fait, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est que c'est sympa d'avoir mis une montée comme ça, mais il y a le contre-la-montre le jour d'avant.
Le jour d'après, pardon. Après, ouais. Je sais pas Après. si. Donc, je sais pas si, tu vois, il y a un favori qui va essayer de entre guillemets, de se faire mal aux pattes, essayer d'attaquer directement en début de montée avec une montée qui est aussi irrégulière. Je pense qu'en fait, ça va arriver groupé pour moi avec un groupe de favoris. Je vois pas vraiment de gros écarts se faire au général parce que justement, il y a ce contre-la-montre. Je pense qu'il y a des coureurs qui vont avoir peur de ce contre-la-montre parce qu'ils sont pas forcés, parce il a un profil bien plat. Donc, je vois pas grand-chose se passer moi sur cette étape. Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage parce qu'elle est pas mal cette ascension finale là avec c'est dur hein, quand même hein, ces enchaînements là. Mm. Franchement, ouais, il y a moyen de faire des choses, mais pareil, j'ai peur que ça attende la dernière rampe là de 4 km à 7% pour tout donner parce que ça pourrait donner une si belle course si ils nous font une carapace sur le Giro au Finestré et que ils démarrent les 3 km à 10% au sprint là et que tout le monde se retrouve un par un dans une Ah, montée comme ça. elle t'a plu, hein. Elle t'a Ah, plu j'ai cette bien aimé, tactique parce j'ai que bien tu aimé. tu nous la ressors régulièrement Ah bah j'ai depuis. bien Ouais. aimé. Chaque leader au bout d'un kilomètre était tout seul au pied de la montée finale. Ouais, C'était bien quand même. Putain, cette étape, c'est une de mes meilleures étapes de ouais, l'année quoi. c'était le Enfin kiff. voilà. Ouais. Et là, voilà. Et là, je crois que ça se reproduira pas là-dessus parce qu'effectivement, le chrono du lendemain, si les positions sont serrées, il peut faire également des gros écarts. Et si des mecs se disent attends en montagne, il n'y a pas assez de différentiel entre nous. C'est au chrono que vraiment on va. Enfin, je prends pas le risque d'essayer de prendre 10 secondes en montagne alors que je peux finir épuisé et en perdre le double demain lors du chrono. J'ai un peu peur de ça. Ça aurait été parfait Mm. le lendemain du chrono, Mm. mais faut jamais placer d'étapes décisives avant un chrono. La règle, c'est tu mets un Ouais. chrono, les écarts ils se font et le lendemain tu mets une bonne Et grosse étape après. où les écarts ils sont faits. Mais, Et mais là, non, c'est mal foutu. Voilà, encore une erreur. eh ben justement, je peux enchaîner sur le chrono de cette étape 18 autour de Valladolid, 26 km tout plat. Effectivement, c'est pour les spécialistes et c'est le risque. Ça bride les étapes précédentes aussi parce que chaque coureur va, si c'est serré, chacun va croire, même si sur le papier il est moins bon rouleur que l'autre, que ce jour-là il va être meilleur. En général, non. Et donc ça bride les coureurs. Et c'est surtout aussi, on en parlera après, mais pourquoi avoir mis le lendemain de cette étape, de ce chrono, une étape qui n'a aucun intérêt pour le classement général. Voilà, une fois de plus, comme tu l'as très bien dit, c'est penser à l'envers. Mais sinon, notez que c'est le seul chrono individuel qui arrive à la 18e étape, donc seulement 26 km de chrono individuel. Donc là, on est quand même sur une Vuelta qui va qui va avantager les grimpeurs, c'est clair. C'est un contre-la-montre aussi plat. Je pense que chez les favoris, si t'es bien placé et que tu sais pas faire un contre-la-montre, tu vas serrer les fesses, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se prendre des petits écarts dans la gueule, moi. Ouais, c'est un carton rouge pour moi. C'est un carton rouge. En fait, depuis qu'on fait les étapes par étapes, je me dis qu'elle est pas si pourrie cette Vuelta finalement. Il y a quand même des choses intéressantes. Et là, on arrive sur cette dernière semaine. Il y a la première étape de la dernière semaine qui est très bien. Et pour moi, le reste, c'est que du carton rouge. Qu'est-ce qu'il fout là, ce chrono? Enfin, on comprend pas. Le lendemain, comme tu dis, il va y avoir une étape de sprinter. Ils avaient oublié d'en mettre Ouais, un avant, ils se sont dit, oh merde, exactement. C'est ce que j'ai. le chrono, étape 18, hein, vas-y, Mais on le met là parce qu'on a dit à Madrid qu'on faisait la cérémonie, on peut pas le mettre le dernier jour cette année. ouais, bah, c'est ce que Ils avaient j'allais pas dire. fait un chrono à Madrid à un moment? Si, L'année si, dernière. mais j'ai envie de dire L'année que dernière, oui. ça a même plus de sens de le mettre en. Là, ça n'a aucun sens. Il est au milieu de nulle part. Il nous bloque une étape de montagne de la veille. Le lendemain, tu te dis, bon, il y a eu un chrono, et ben, vengeance du chrono, je me suis fait lâcher, je vais reprendre tout. Mais non, ça va être une étape toute plate. Non, et comme a dit Adri, on a l'impression qu'ils se sont dit, ah putain, il n'y a pas de chrono quand même. Ah, il faut quand même un chrono, on va nous engueuler si on met pas de chrono. Allez, on le fout là, tiens, on sait pas où le foutre. De toute façon, les chronos, les dernières Ça se trouve, semaines c'est de ça, grand quoi. tour, il faut arriver. Il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Ça n'a. Alors oui, bah des fois avec un peu un scénario de fou, comme en 2020 sur le Tour de France ou comme en 89, ça donne des trucs hyper intéressants. Mais là, allez, il fallait autant le foutre en chrono final. Mais là, il est au milieu de la troisième semaine.
Non, là, cette troisième semaine, il n'y a rien qui va, franchement. Et c'est t'as un chrono tout plat, là. Il fait 20 bornes. Pourquoi il fait 20 bornes, d'ailleurs? On ne sait pas. Ok, bah, il y a eu beaucoup d'étapes de montagne. Il n'y a eu que les grimpeurs qui ont pu s'exprimer. Fais un chrono de 40 bornes, mais non, tu fais un chrono de 20 bornes. Non, bah, enfin, franchement, là, c'est dommage parce que vraiment, j'étais en train de me dire que cette Volta me dérangeait beaucoup moins que ce que je pensais à première vue, mais non, c'est vrai que cette troisième semaine, ça va, c'est pas possible. Pour moi, la troisième semaine, c'est celle des grandes étapes de montagne, des étapes à enchaînement de col, de l'endurance, où tu fais, là, il y a pas tout, non, non, enfin bref, voilà, bon, chrono, voilà, il fallait mettre un chrono pour spécialiste du chrono, il est là, voilà, j'ai rien de plus à dire qu'à Ouais. part qu'il va bousiller la montée finale de la veille et qui sera pas, en plus, qui va rien créer parce que le lendemain, c'est une étape toute plate. Voilà, bah du coup, tu peux nous présenter l'étape 19. Peut-être que ça va te calmer un petit peu, mais j'en doute. Non, bah étape 19, 1400 de D+. Alors une petite arrivée qui doit être sur du 4% sur les deux dernières bornes là. Donc Mats Pedersen, si t'es encore là, tu peux aller gagner une 6e victoire d'étape. Voilà. Et puis voilà, ça va être très facile à contrôler toute la journée. Voilà, on met 2 étapes pour sprinter sur les 3 derniers jours de la Vuelta. Alors qu'on les a pas trop vus avant, on sait pas, mais d'un coup il faut les faire revenir aussi. Bon, au moins, ils ont un sprinter qui chasse le maillot vert. Ou les mecs qui, voilà, ils sont pas restés pour rien. Mais non, mais là, bon, bref, cette étape n'a pas d'intérêt en elle-même, et placée là, on comprend pas trop pourquoi. Souvent, au Giro, il y a une étape de plat dans la dernière semaine, mais elle fait un peu le lien entre une étape de montagne et les 2-3 dernières étapes de montagne. Là, elle fait le lien avec rien du tout. Voilà, sur les 3 derniers jours, on aura 2 sprints. Ouais, mais c'est pareil. Ils se sont dit merde, on a mis que 2 étapes pour les sprinters. Ah, on va quand même en mettre une troisième. Donc voilà, ouais, elle arrive un petit peu comme ça. Ouais, je sais, c'est un peu surprenant. Après, je dis pas qu'il faut pas d'étapes pour les sprinters, mais peut-être articuler autrement. C'est peut-être aussi pour les faire rester sur la course, hein, le Ouais, peu mais ils qu'il y en avaient a. déjà Bon, la dernière étape, donc bon, dans ce cas, fallait mettre une ouais. étape pour sprinter en deuxième semaine, il y en a aucune. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein. Mais Voilà. t'inquiète pas, je pense que Pedersen, il aura déjà sécurisé son maillot vert depuis un petit moment, sachant qu'il va Ouais, gagner bah. des belles petites étapes en Italie. Et je pense qu'il y aura plus grand suspense là-dessus, hein. Bon, bref, je pense qu'on peut passer à l'étape d'après parce Ouais. que celle-là n'a pas d'intérêt. Bon, l'étape d'après, alors c'est le retour à la Bola del Mundo. Je sais pas si vous vous souvenez de la Vuelta 2010 parce que c'est la dernière fois qu'on y. Ah non, c'est 2012 la dernière fois qu'on y est allé C'est pas avec 2013? 2010, c'est Nibali sur 2010, la Volta c'est 2010. Nibali qui finit deuxième de l'étape derrière Mosquera et 2012, c'est Mosquera. Ah oui. et 2012 ils y retournent là avec Rodriguez qui s'est fait piéger par Contador 3 jours avant et qui Ah tente de ouais. reprendre le maillot. Mais grosso modo, bah, c'est pareil. Alors j'aime beaucoup, c'est cool de retrouver la Bola del Mundo, mais enfin, l'étape elle est tracée pour que ça attende jusqu'au dernier col. Moi j'aurais bien aimé une étape tout feu tout flamme ou très difficile où bah voilà, quitte à renverser la Vuelta, on donne tout pour la renverser. Mais là bon. Il y a un col, il y a des cols qui sont placés. Il y a un col au milieu, le Puerto de Navacerrada là que la Volta prend chaque année, qui est placé au milieu de l'étape, mais il va pas se passer grand chose parce que derrière t'as 40 bornes de plaine pour aller au sommet de la Bola del Mundo, et puis la Bola del Mundo, bah c'est quand même tellement difficile puisque sur sa première partie, on est quand même sur 9 bornes à 7%, donc c'est déjà un bon col, mais surtout on est sur les 4 dernières bornes à près de 10%, donc c'est quand même un col très très difficile. Personne va tenter avant. Je vois pas comment on va renverser la Vuelta là-dessus. Bon, ça a donné des images spectaculaires, mais en termes d'intérêt, faut vraiment l'intérêt, c'est que s'il y a deux coureurs qui sont à 20 secondes d'écart, quoi. Là, tu te dis, ah ouais, bon, il y a un intérêt sur les 4 derniers kilomètres. Je Il va pense comme vraiment. en 2010 où Mosquera a tenté, mais sinon, franchement, t'es à 1 minute, tu te dis, je veux tout tenter sur la dernière étape, bah, tu peux. Bref, ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pas fan du tout. Je trouve cette dernière semaine vraiment limite. Les étapes à enchaînement de col, elles sont plutôt sur les 2 premières semaines, et sur la dernière semaine, on a beaucoup de montées de montées sèches ou de montées isolées. Je trouve pas que ça crée de mouvement. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très très déçu. Bah, peut-être qu'il faudrait faire la Vuelta dans l'autre sens, non? C'est En fait, possible. C'est pour que bah, ça soit bien.
Ah bah là, si tu la mets en deuxième, tu la mets en deuxième étape, tout le monde est à sa place et ça ouvre la course. C'est une étape comme ça qui aurait fallu en Italie ou dans les Alpes. C'est ça, exactement. Exactement une étape comme ça. Parce que c'est pas non plus trop difficile sur le début, machin, mais t'as déjà une grosse ascension avec une bataille entre les favoris et ça va aller choper quelques secondes, voire dizaines de secondes au début. Et puis c'est ça qui est sympa dans les débuts de Grand Tour. Après, t'as le chrono qui arrive en 4e jour de course. Il est bien pensé parce qu'il est juste avant les étapes de montagne difficiles. Non, franchement, mais en fait, faut faire ça. On va peut-être leur écrire rapidement là pour leur proposer de faire la Vuelta dans l'autre sens. Ce serait beaucoup plus intéressant. Radio influence le monde. Ah Loïc, t'en penses quoi? Voilà. Moi, j'en pense que les écarts seront déjà faits au général. C'est compliqué d'attaquer avant. Enfin, les derniers pourcentages sur les 3,5 derniers kilomètres sont assez monstrueux. Je pense qu'il y a quelqu'un le favori qui va s'isoler et qui va faire un petit sprint en solitaire à la fin. Ouais, moi c'est super dur l'arrivée finale, donc il y a pas grand chose qui va se passer avant. Mais c'est une ouais, c'est pas une étape qui va me passionner non plus. Je pense que là, je vais arriver, je vais regarder les 30 dernières bornes et puis voilà, hein. Je pense que ça va surtout être ça. Mais parce que les écarts au général sont honnêtement déjà faits, quoi. Ouais, bah écoute, je pense vraiment qu'ils misent sur des écarts très serrés et un final spectaculaire parce que sinon, je pense pas que on va s'éclater sur ces dernières étapes. Je pense que ce parcours, en fait, il est fait pour que Pogacar vienne et il n'est pas venu finalement. Donc c'est surtout ça, je pense, le problème. Tout à fait. Et bon, bah, dernière étape, hein, on va pas passer, voilà, ça va être sûrement Alors, le sprint a déjà été évité à Madrid, on se souvient, je crois que c'était en 2023, hein, où Cadengrove s'impose juste devant Remco Evenepoel. Voilà, il y avait une belle étape finale, mais quoi qu'il en soit, elle ne jouera pas de rôle sur le classement général. Les gars, puisqu'on est déjà à 1h20 d'émission, donc on va essayer de conclure après qu'on ait vu l'ensemble de ces étapes. Quelle note sur 10 vous mettez à ce parcours et pourquoi? Et Adri, je vais te laisser donner ta note. Parcours à l'endroit ou à l'envers? Ah non, on va prendre celui qui nous est donné par l'organisation parce qu'on peut pas en faire grand chose. Je sais pas, moi vous savez, j'aime jamais trop mettre des notes, mais on va dire que comme ça, après ce qu'on vient de dire, prise individuellement, il y a plein d'étapes sympas, mais disons qu'après, dans l'ensemble, je trouve ça moins... Enfin ouais, moins bien. Alors c'est cool, il y a des endroits mythiques où on revient, comme l'Angliru, mais non, je dirais aller un petit peu en dessous de la moyenne. Loïc? Adri, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je mettrais un... À la base, je m'étais dit, bon, je vais mettre un 5. Mais finalement, quand tu vois le gâchis de la 3e semaine, il y a vraiment du potentiel dans plein d'étapes. Hein, mais t'as l'impression qu'ils ont fait exprès de placer ces étapes façon n'importe quoi. Du coup, je vais mettre plutôt un 3,5, un 4, quoi. Ouais, pareil, je vais être autour de ça. Effectivement, maintenant qu'on a fait le point, je trouve qu'il y a pas mal d'étapes sympas. Je trouve que finalement, les 2 premières semaines sont même assez sympas, même si je trouve que ça servait à rien d'aller en Italie pour nous proposer un grand départ comme ça. Il manque à minima une belle traversée des Alpes. Mais il y a quand même des étapes sympas. Mais ouais, la dernière semaine avec 2 étapes de sprint les 3 derniers jours et avec 2 étapes de montagne qui vont être des montées sèches. Franchement, un chrono qui sort de nulle part, je trouve que cette dernière semaine, elle est très décevante. Donc voilà, un petit 3 sur 10 pour moi. Voilà, parce qu'un grand tour, mine de rien, pour moi, déjà, c'est de l'endurance. Et les grosses étapes, elles doivent être sur la dernière semaine Enfin, déjà, les étapes de montagne doivent être réparties un peu partout. Mais j'aime bien que des grosses étapes durent en dernière semaine parce que c'est là que les qualités de récupération se font sentir. Là, c'est pas le cas, donc voilà, c'est un petit peu dommage et je trouve qu'il y a des étapes, on aurait inversé le chrono et l'étape de montagne qui le précède, ça aurait été mieux. Enfin voilà, il y a quelques étapes qui auraient mérité d'être un petit peu mieux placées. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter avant qu'on conclue l'émission? Non, bah, rien de spécial, hein, ça n'empêche que même si on n'est pas forcément au Valais, on peut avoir de très belles choses sur cette Vuelta et puis c'est toujours un peu le grand tour où il se passe des trucs qu'on
qu'on n'a pas forcément prévu, et puis des coureurs qui sortent du lot, qui se révèlent dès qu'on attend, qui nous déçoivent très rapidement. Donc ça va bien sûr faire plaisir de pouvoir suivre cette Vuelta. C'est le dernier grand tour de l'année. C'est une belle introduction à la fin de saison. C'est quand même la Vuelta, c'est quand même un grand tour qui est plutôt cool, malgré le parcours qui peut des fois laisser un peu à désirer. Je pense qu'il y a des étapes individuelles qui sont cool, donc ça va quand même être sympa à suivre, je pense. Et ben tout à fait, voilà, c'est vrai que la Vuelta, les états de forme ne sont plus les mêmes qu'en début de saison. On va avoir des coureurs qu'on n'a pas vus depuis le début de la saison, peut-être des doublés de l'équipe Cam Pharma. Ah non, il n'y aura pas de doublé de l'équipe Cam Pharma parce qu'ils ont gagné 2 étapes l'année dernière, mais ils ne sont pas invités, il me semble, cette année. Voilà, à la place, on a invité Q36.5 qui a déjà fait le Giro. Voilà, bon, je veux pas critiquer davantage, mais bon, il y a des choses un petit peu qui m'échappent, donc voilà, on ne récompense pas les glorieuses équipes qui réalisent des exploits, mais c'est comme ça. Non, bah écoutez, en tout cas, merci, là, c'était toujours cool d'avoir fait cette présentation avec vous. Effectivement, la Vuelta, dans tous les cas, c'est toujours sympa, c'est toujours explosif. Et bah, restez connectés, hein, parce que alors dans quelques jours, à moins d'une semaine du départ, on va sortir notre grande preview de la Vuelta. Là, on va analyser les forces en présence, qui va remporter le général, qui va échouer, qui va finir sur le podium, qui va être la surprise, qui va rafler 5 étapes, etc. Donc tout ça, on l'analysera dans cette prochaine émission. Merci beaucoup les copains de m'avoir accompagné sur cette présentation du parcours. C'était chouette, on a passé une belle heure et demie que j'ai pas vu passer. Donc voilà, encore une fois, on fait des super émissions ensemble, et c'est surtout pour ça qu'on fait Radio Fringale, c'est parce qu'on en discute entre copains, entre passionnés, et que c'est très très chouette. Et vous aussi, si vous avez aimé cette émission, bah déjà n'hésitez pas à liker, parce que ça permet de faire vivre l'émission, qu'elle soit mieux référencée sur YouTube et accessible à encore plus de monde. Et puis surtout, nous on fait ça pour le partage, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce parcours, ça se trouve vous le trouvez incroyable, ça se trouve vous lui mettez 0 sur 10, donc dites-nous ce que vous en pensez. Merci Loïc, merci Adri, et puis les gars, il fait chaud, donc c'est pas pour ça qu'il faut pas manger. Si vous allez rouler, vous prenez des bidons, et puis également vous prenez un peu à manger, parce que comme vous le savez, dans toutes les conditions, la fringale guette. Allez, ciao ciao. Salut tout le monde, ciao ciao. Ciao ciao, bisous.